Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la hiérarchie sociale de l'Europe médiévale. C'est une structure à la fois fascinante et, disons-le, incroyablement rigide. Pour bien la comprendre, il faut l'imaginer comme une immense pyramide. Et c'est ce qu'on va faire. On va la gravir, marche par marche, depuis sa base immense jusqu'à son sommet le plus étroit. Alors, la question qui se pose, c'est celle-ci. Au final, qui tirait vraiment les ficelles? Est-ce qu'il y avait une seule personne tout en haut qui décidait de tout? Ou est-ce que le pouvoir était un peu plus complexe, réparti entre différentes couches? C'est justement ce qu'on va explorer. Et comme toute bonne ascension, on commence tout en bas. À la base de toute cette structure sociale, on trouve l'immense majorité des gens, celles et ceux qui portaient littéralement tout l'édifice sur leurs épaules. Regardez-moi ce chiffre. C'est vertigineux. Près de 90% de toute la population européenne. Des gens sans titre de noblesse, sans une goutte de sang royal. C'est sur cette fondation humaine, absolument gigantesque, que tout le reste était bâti. Mais attention, il ne faut pas imaginer ce peuple comme un seul grand bloc. Non, il y avait de grosses différences. On avait d'abord les serfs, qui n'étaient pas vraiment libres. Ils étaient attachés à une terre, et si la terre était vendue, ils étaient vendus avec. Ensuite, il y avait les paysans libres. Eux, ils avaient leur liberté personnelle, ils pouvaient bouger, mais ils dépendaient quand même d'un seigneur pour louer la terre. Et enfin, une catégorie qui va tout changer, les bourgeois. Des habitants des villes, des artisans, des marchands. Leur pouvoir à eux, il ne venait pas de la terre, mais de l'argent. Et ça, dans un monde où tout reposait sur la propriété foncière, c'était une petite révolution en soi. Allez, on monte d'un cran. On quitte celles et ceux qui travaillent la terre pour rencontrer celles et ceux qui la possèdent et qui la défendent, les guerriers et les seigneurs. À ce niveau de la pyramide, le pouvoir se définit par deux choses, et deux choses seulement, l'obligation militaire et le contrôle de la terre. Bienvenue sur le premier échelon de la noblesse. La figure de base de cette noblesse, c'est le chevalier. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'était pas un titre purement héréditaire. Non, on pouvait le devenir par sa compétence, par sa bravoure au combat. C'était un professionnel de la guerre qui, en gros, échangeait son épée et sa loyauté contre un bout de terrain et un statut social. Bon, si le chevalier, c'est la base, le baron, c'est la vraie porte d'entrée dans le club. Ce qui change tout ici, c'est l'échelle. Le baron, ce n'est plus juste un soldat, c'est un administrateur. Il gère un vrai territoire, il collecte les impôts pour le roi, il rend la justice. Pour les gens de sa région, c'est lui, le visage du pouvoir. On continue de grimper. Et plus on monte, plus le pouvoir devient une affaire d'administration, de gestion de territoires immenses, et un peu moins une question de combat direct sur le champ de bataille. Là, on entre dans ce qu'on pourrait appeler les cadres supérieurs du monde médiéval. Des seigneurs qui gouvernaient des régions entières et qui avaient un poids politique considérable. La progression est assez logique en fait. Le vicomte, c'est un peu le manager intermédiaire, le lien essentiel entre les barons sur le terrain et le grand patron régional. Ce grand patron, c'est le comte, un véritable gouverneur qui a sa propre armée et qui conseille directement le roi. Et enfin, on a le marquis. Lui, son poste est avant tout stratégique. Il est le gardien des frontières du royaume, et ça lui donne des pouvoirs exceptionnels, comme celui de lever des troupes sans attendre le feu vert du roi. Attention, on se rapproche dangereusement du sommet. On arrive à des niveaux de la noblesse où le pouvoir est si grand, si immense, qu'il peut commencer à faire de l'ombre à celui du roi lui-même. Et pour ça, il faut qu'on s'arrête un instant sur une position vraiment unique et surpuissante dans cette hiérarchie, celle du duc. Le duc, c'est simple, c'est le sommet de l'aristocratie. Il est à la tête d'un territoire, le duché, qui a parfois la taille d'un de nos pays actuels. Son pouvoir est profond, souvent ancré dans une histoire familiale plus ancienne que celle de la famille royale elle-même. Alors, avec une armée privée redoutable et bien souvent un lien de parenté avec le roi, le duc était à la fois le meilleur allié et la plus grande menace potentielle pour la couronne. Ça y est, on y est, la toute dernière étape de notre ascension, le sommet absolu de la pyramide féodale. Et tout en haut, on trouve deux titres suprêmes, roi et empereur. On pourrait croire que c'est un peu la même chose, mais en réalité, pas du tout. Leur signification et leur portée sont radicalement différentes. Et voilà la différence cruciale. Le roi, il est le maître absolu chez lui, dans son royaume, sur son peuple. Son autorité s'arrête à ses frontières. L'empereur, lui, joue dans une toute autre catégorie. Il a une prétention universelle supranationale. Son titre est censé transcender les royaumes. Il règne sur un ensemble de peuples, de langues, se voyant comme l'héritier de l'Empire romain. Il a donc une autorité, au moins symbolique, qui plane au-dessus des autres rois. Cette phrase, elle résume absolument tout. Dans l'esprit des gens de l'époque, il n'y avait rien au-dessus. Devenir empereur, c'était atteindre le pinacle du pouvoir, se placer au-dessus de tous les autres monarques. C'était le sommet de la pyramide, point final.
Notre ascension de la pyramide médiévale s'achève ici. Cette structure de pouvoir, si rigide, a fini par s'effondrer. Mais elle nous laisse avec une question assez essentielle. Quelles sont les hiérarchies, visibles ou peut-être plus invisibles, qui organisent notre propre société aujourd'hui ? La réflexion est ouverte.